Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve enfin dans la vidéo de des réponses à la FAQ que j'avais lancée de mémoire en octobre je crois. Donc je me suis munie de ma feuille avec les questions. J'ai la machine à laver en route donc j'espère que vous l'entendrez pas trop, mais c'est le seul créneau que j'ai pour pouvoir tourner cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec les questions de Jérôme. Donc Jérôme me demande déjà comment ça va, donc je te remercie, ça va très bien. Il me demande si je suis plutôt chocolat ou bonbon. Alors sans hésiter, bonbon. Le chocolat, je vais t'en manger un ou deux. Des petits, hein, pas des tablettes. Et je vais être... ça va m'écœurer vite fait bien fait en fait. Alors que les bonbons, c'est mon péché mignon et je pourrais en bouffer des quantités astronomiques. C'est soit je touche pas au paquet pendant 6 mois, soit si je mets le nez dedans, c'est mort. Clairement. Tu es plutôt pâte carbo ou pâte bolo? Carbo. Sans hésiter 2 secondes, les pâtes à la carbonara, c'est ce que je préfère. Et t'inquiète pas, si les questions sont en rapport avec la bouffe, je suis une très grosse gourmande, donc ça me va bien aussi en même temps. Sinon, côté livresque, quel est le style que tu n'aimes pas ou vers lequel tu ne te retournerais pas facilement en librairie? Alors il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord le théâtre, exception faite de la pièce de Roméo et Juliette, pour laquelle j'ai un amour inconditionnel, mais c'est la seule pièce de théâtre que j'ai apprécié lire, et donc c'est un genre vers lequel je me tournerai pas. Tout comme tout ce qui est la poésie, les livres historiques, j'avoue que j'ai un peu de mal. Que ce soit des histoires réelles ou romancées. Même si j'en lis quelques-uns depuis quelques temps, mais c'est pas un genre vers lequel j'irai vraiment. Et tout ce qui est les lectures dark, que ce soit de la dark fantasy, du dark érotique ou je sais pas comment on dit. Enfin tout ce qui est dark, c'est vraiment pas ma tasse de thé, clairement. C'est le genre de truc que je peux pas. Ou les livres érotiques, j'en ai lu par un moment, mais là clairement je peux plus. C'est pas un truc qui m'intéresse. Avoir une ou deux scènes de fesses dans le livre ne me pose pas de problème, hein. Je suis pas non plus prude ou coincée, hein. Mais avoir des scènes de fesses tous les chapitres, non, clairement ça me saoule. Ensuite on passe aux questions de Julie qui me demande: est-ce que tu te fixes des créneaux horaires pour tes lectures en te disant par exemple de 20 h à 22 h je lis, ou ça dépend vraiment des envies et du temps que tu as dans la journée? Alors non, je n'ai aucun créneau lecture défini. C'est je lis dès que je peux, dès que j'en ai envie. J'essaye de lire tous les jours parce que c'est vrai que quand je fais une pause de plus d'une journée, ça me manque littéralement. C'est quelque chose qui est en moi depuis que je suis gamine et j'arrive pas trop à passer ma journée sans avoir lu quelques pages parce que ça, je ne sais pas pourquoi ça me rend triste et voilà. C'est comme ça. Mais je n'ai absolument pas de créneau. Non. Il y a des jours où je vais avoir le temps de lire un livre de 400 pages dans la journée. Et il y a des jours où je vais lire 3 pages et je vais piquer du nez. Ou alors j'ai la journée qui est blindée. Donc j'ai pas le temps de lire plus que ça. Mais c'est vrai que j'essaie de lire au minimum un petit peu tous les jours. Après, quand je peux en profiter vraiment, je ne me fais pas prier, clairement. Et deuxième question, quelle est la saga la plus longue que j'ai lue en nombre de tomes? Alors non, ce ne sera pas Harry Potter avec ses 7 tomes. Tout simplement puisque j'avais lu les 5 premiers. Le jour de la sortie du 6e tome, il y avait des magasins qui avaient ouvert à minuit. Une de mes meilleures amies était partie l'acheter. Et elle travaillait du matin. Donc elle arrive au boulot, elle n'avait quasiment pas dormi, elle était dans un état pitoyable. Mes chefs ont eu pitié en caisse, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc ils l'ont fait rentrer chez elle plus tôt que prévu. Et moi je travaillais du matin également. Donc j'avais vu avec ma collègue du rayon librairie pour qu'elle m'en laisse un de côté. Et j'ai bien fait parce que quand je suis sortie, il n'y en avait plus sinon. Et elle m'envoie un message au moment où je sors du boulot en me disant: oh, mais j'y crois pas, elle a tué Dumbledore. Comment vous dire que ça faisait 5 minutes à peu près, 5-10 minutes que j'avais le roman dans les mains. Et du coup, vu qu'elle m'a spoilé ça, ben, j'ai plus envie de le lire derrière. Et du coup, j'ai acheté le 7, hein, mais je les ai pas lus non plus. Alors là, j'ai relu le tome 1 l'an dernier, ou cette année, je ne sais plus. Je vais me les lire au fur et à mesure et je finirai par lire les tomes 6 et 7, mais du coup, ce n'est pas Harry Potter. Ce sera la saga, pardon, je vous mets la couverture ici, Éternelle de Alison Noël, publiée chez Michel Lafon, qui comporte donc 6 tomes et que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Je sais que cette série ne fait pas l'unanimité. Elle a beaucoup été critiquée. Mais moi personnellement, j'ai passé un excellent moment avec et c'est des livres qui sont toujours sur ma bibliothèque et que je ne me débarrasserai pas parce que j'aime trop cette série. Et ensuite on va passer aux questions de Chano. Donc vous voyez c'est le plus gros paragraphe. Donc je vais les prendre une à une parce que sinon je sens que je vais sauter des questions et c'est clairement pas le but. Donc elle me dit: as-tu pensé à travailler dans le domaine du livre?
Alors oui, par un moment donné, j'y ai pensé, sauf que je n'avais pas les études pour, que il faut suivre un parcours spécifique pour être libraire et que sinon, enfin, parce que moi ça aurait plus été dans le côté libraire, et que malheureusement, il y a des métiers comme ça où si vous n'avez pas fait les études correspondantes, on ne vous laissera jamais votre chance. J'ai essayé, ça n'a pas marché, on m'a pas laissé ma chance, donc voilà. Penses-tu à une reconversion professionnelle? Alors oui, pour la simple et bonne raison que j'ai pas vraiment le choix, étant donné que je travaille dans tout ce qui était la vente, que ce soit la vente en rayon ou en caisse, et serveuse dans les bars et cafés, et que je me suis blessée au bras, je n'ai pas le choix. Ce sont des métiers que je ne peux plus faire, je n'ai des qualifications que dedans et dans mon boulot actuel là où j'ai été formée donc pour être téléconseillère, mais c'est pas un boulot qui m'enchante. Enfin, sur le long terme, c'est un métier qui n'est pas fait pour moi, je m'en rends compte. Donc oui, il faudra que je fasse une reconversion professionnelle, je n'aurai pas le choix, puisque avec ma reconnaissance handicapée, les métiers que je connaissais m'ont été totalement proscrits, et qu'il faut qu'on élabore un projet et voir dans quoi, selon ce que j'ai au bras, je peux ou non faire, puisque c'est un état qui, pour l'instant, est stable, mais qui, au fur et à mesure des années, risque de s'aggraver en fait. Il n'y aura pas d'amélioration. Là où le stade où j'en suis, c'est la situation la plus bénéfique qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est déjà quelque chose qui me bloque et on sait que ça ne va pas aller en s'améliorant. Alors ça peut prendre 30 ans avant que ça se dégrade, comme ça peut prendre 10 ans, comme ça peut prendre 6 mois. Donc on ne sait pas trop, donc j'essaye d'éviter de forcer sur le bras le plus possible pour éviter une nouvelle blessure. Parce que par contre le chirurgien est clair, net et précis. Si je me reblesse dessus, ça mettra très peu de temps à se dégrader. Alors il faut que j'évite à tout prix de me faire mal. Voilà, c'est pas toujours simple, mais on essaie de faire au mieux. Autre question, as-tu pensé à écrire? Alors non, clairement. Je laisse ça à ceux qui savent très bien le faire. Moi je suis plus là pour écrire des chroniques, oui, mais ça s'arrête là. Écrire une histoire, j'en suis parfaitement incapable, malgré mon cerveau qui me joue des tours et mon imagination qui est très prenante pendant que je dors. Ce qui fait que des fois je me réveille plus fatiguée que si j'avais fait une nuit blanche. Mais non, je n'ai aucun talent d'écriture et je laisse ça à ceux qui sont doués pour le faire. As-tu d'autres passions que la lecture? Alors oui, j'en ai d'autres. Maintenant, c'est des passions que dans certains moments de ma vie, j'ai pu laisser de côté. Ce ne sont pas des passions aussi prenantes que la lecture. Clairement, c'est des passions que j'ai, mais pas aussi prenantes et que je ne peux pas rester plusieurs mois sans m'y adonner. Donc on a le dessin, que je n'ai plus pratiqué depuis très longtemps, puisque tout simplement, hein, après je ne vais pas vous le cacher, j'ai appris à dessiner avec mon père. Mon père était un très bon dessinateur. C'est pas parce que je suis sa fille que je dis ça, hein, parce qu'à l'inverse, vous prenez ma mère ou ma soeur, c'est des catastrophes en dessin. Hein. Mais c'est vrai que mon père et de manière générale les hommes de la famille avaient un certain don pour le dessin. Dans les filles, je dois être la seule à savoir dessiner correctement. Ou en tout cas qu'on reconnaît ce que je dessine. Hein. Et depuis qu'il est décédé il y a 5 ans, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à redessiner. Après, j'ai fait quelques dessins au boulot pendant que je répondais aux appels. Mais c'est vrai que c'est une passion qui remue trop de choses encore aujourd'hui. Et du coup, comment dire, j'étale les séances où j'en fais parce que ça remémore pas que des bons souvenirs malheureusement. Et l'autre passion que j'ai, c'est la musique. Et plus particulièrement ce qu'est les comédies musicales. Donc on va revenir à Roméo et Juliette, comédie musicale que j'ai vue sur scène, qui m'a juste émerveillée. C'est une comédie musicale que j'ai en DVD. Le DVD, je ne sais pas s'il finira un jour par me lâcher ou pas, mais c'est fort possible. Puisque ma mère s'était amusée à compter combien de fois je l'avais visionné il y a des années de cela. Sachant que j'ai fait bien d'autres visionnages depuis. Et elle s'est arrêtée au bout de la 500e fois. Au bout d'un moment, elle en avait marre, elle m'a dit c'est bon, j'abandonne de compter. Et c'est vrai que depuis, je l'ai regardé encore un nombre incalculable de fois. Quand il est sorti, je mettais le DVD, dès qu'il s'arrêtait, je le remettais au début, quoi. Je n'ai fait que ça pendant des semaines et des mois, quoi. À chaque fois que j'étais en vacances, qu'il y avait 1 ou 2 semaines de vacances, je passais mon temps soit à lire, soit à mettre le DVD en boucle. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la musique et j'ai, quand même, faut être honnête, pas mal de mal avec la musique d'aujourd'hui. Parce que moi, les chansons avec les paroles qui n'ont ni queue ni tête, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, j'aime les chansons avec des beaux textes qui véhiculent des émotions. Et tout ce qui est, je vais me faire haïr, hein, mais tout ce qui est les Despacito et machin et trucs, franchement, ça m'intéresse pas.
En plus je préfère les chansons françaises aux chansons étrangères, parce qu'au moins je comprends les paroles, j'ai pas besoin d'aller m'amuser à traduire qu'est-ce qui est raconté. Et puis ce que je supporte pas, c'est de regarder les clips à la télé, parce que plus on avance et plus les danseurs et les danseuses sont dénudés. Je vois pas l'intérêt de se foutre à moitié à poil pour vendre en fait. C'est quelque chose qui me dépasse complètement, que ce soit dans les pubs ou la musique. Hein. Mais voilà, après il y a quand même tout ce qui est comédie musicale. C'est vrai que j'ai un attrait particulier depuis du coup que j'ai découvert Roméo et Juliette. Mais je peux écouter aussi de la variété française et internationale, même si c'est pas ce que je préfère. Mais c'est vrai que j'ai des chanteurs chouchous et je reste principalement autour de ces chanteurs et chanteuses là ou comédie musicale là. Quels sont tes rêves les plus chers? Alors je t'avoue que je suis pas, enfin je vous avoue que je ne suis pas quelqu'un qui a des rêves plein la tête, qui rêve de beaucoup de choses. La seule chose que je souhaite c'est avoir une vie tranquille, une vie heureuse. J'ai pas besoin d'avoir des choses extrêmement chères, c'est pas mon truc. Clairement moi tout ce qui est coûteux, que ce soit les fringues, les godasses, la maroquinerie, les voitures, enfin tout ce que vous voulez, c'est pas mon état d'esprit clairement. J'aime bien les choses simples, qui des fois sont sans doute même mieux que des choses coûteuses. J'aime mes livres, ça, hein, clairement. Mais ouais, juste avoir une vie tranquille et heureuse, c'est tout ce que je demande en fait. J'ai pas de rêve vraiment particulier. Après, c'est vrai que j'aimerais beaucoup partir en vacances avec ma chérie, mais c'est pas vraiment un rêve, puisque tôt ou tard on se fera une semaine de vacances quelque part. Mais voilà, j'ai pas vraiment de rêve plein les yeux, plein la tête, ou des choses inaccessibles. J'avais un rêve, c'était de... On va revenir toujours au même sujet. Hein. C'était de rencontrer Damien Sargue, donc je vous mets glisse une photo de lui à l'époque et ensuite une photo de lui maintenant, qui a notamment joué comme doublure de Grégoire et Phébus dans Notre-Dame de Paris, avant d'être à l'affiche de la comédie musicale Roméo et Juliette, puis à l'affiche de la comédie musicale Les Trois Mousquetaires que j'ai été voir. Et c'est vrai qu'un de mes rêves c'était de le rencontrer. Chose qui a été réalisée grâce à ma chérie qui m'a suivi dans ma folie et qui a accepté d'aller exprès passer une journée sur Paris juste pour se pointer devant le Palais des Sports quand il était en répétition pour Les Trois Mousquetaires et que je puisse enfin le rencontrer. Parce que même si j'avais mes places pour le spectacle à Paris, je n'étais pas sûre qu'il y aurait des séances de dédicace ensuite. Ce qui fait qu'en 2 mois et demi, j'ai eu la chance de le voir 2 fois. C'était quelque chose qui me faisait envie depuis 15 ans. Et j'ai été très contente. Donc voilà. La lecture t'a-t-elle sauvée dans un moment délicat de ta vie? Non, elle m'a pas particulièrement sauvée, c'était plus mon échappatoire quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'étais contrariée, que j'étais triste, que j'avais pas le moral et ce genre de choses. C'est vrai que je me replongeais facilement dans la lecture pour m'évader du quotidien. Mais maintenant, est-ce qu'elle m'a sauvée? Non, clairement non. Mais c'est vrai que quand ça va pas, j'ai tendance à m'enfermer dans un livre et tout de suite ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Ton avis global sur la booktube sphère en général? Alors la booktubosphère s'agrandit au fil des mois, ce que je trouve vraiment très bien. Je trouve qu'il est important que si c'est quelque chose qui nous fasse envie, que les gens finissent par se lancer, que les gens finissent par parler avec passion de ce qu'ils ont envie de parler. Maintenant ce que je regrette un peu, c'est qu'il y a toujours des gens malveillants qui se pensent tout permis derrière un écran, qui permettent de... Oui, il faut être honnête, de dire des saloperies, en pensant que soit la personne ne le lira pas, quand c'est détourné, par exemple sur les réseaux sociaux, mais que ça part d'une vidéo booktube à la base, c'est pour ça que j'en parle, soit en commentaire méchant, déplacé, tout ce qu'on veut en dessous de la vidéo. Je trouve que les gens se sentent protégés derrière un écran et que certaines personnes n'y vont pas de main morte et que je pense que si ils se mettaient 2 secondes à la place des gens qu'ils visent, ils comprendraient à quel point ça peut toucher. Et le deuxième petit aspect que je dirais un peu négatif, c'est que on voit de plus en plus de chaînes de livres, mais on voit bizarrement de moins en moins d'avis sur les livres lus. Ce qui est paradoxal et qui moi me gêne un petit peu, parce que moi si j'ai commencé à suivre des chaînes YouTube et si j'ai ouvert la mienne, c'est pour partager cette passion. Alors les book hauls c'est très bien, j'aime ça, j'aime les vidéos pile à lire, j'aime les vidéos challenge, mais j'aime aussi avoir des avis sur les lectures.
Et je trouve que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus à l'heure actuelle. On en a moins alors qu'il y a beaucoup plus de chaînes. Et aussi ce sont les vidéos qui sont les moins vues. J'en ai parlé avec des copines booktubeuses. Et c'est vrai que les vidéos point lecture sont toujours celles qui ont le moins de vues, qui ont le moins de j'aime, qui ont le moins de commentaires. Alors pourquoi, je ne sais pas. Pour moi c'est le but principal de parler lecture, c'est d'échanger nos avis. Mais voilà, c'est quelque chose qui me dépasse un peu. Mais après, voilà, il y a aussi des côtés positifs. On rencontre des gens merveilleux. Il n'y a pas que des gens ignobles, hein, clairement, heureusement aussi. Moi, j'ai fait de très belles rencontres au fur et à mesure des années, que ce soit sur le blog, via la page Facebook, pardon, via Instagram ou via ma chaîne, clairement. C'est des rencontres que j'affectionne particulièrement, des gens avec qui je prends plaisir à discuter régulièrement. Quand on se voit sur les salons, on passe toujours un bon moment ensemble. On a des échanges autour de lectures communes. Quand l'une fait un challenge, l'autre essaye, enfin les autres, souvent se greffent au challenge. C'est vrai que c'est des moments, il y a quand même pas mal de convivialité. Il y a quand même beaucoup de gentillesse, malgré ce que je disais tout à l'heure, puisque ça représente un faible pourcentage, mais c'est pas pour autant que ça ne fait pas mal quand on est la cible. Pour avoir fait les frais d'être la cible il n'y a pas si longtemps que ça, en octobre, début novembre, je ne sais plus. Je peux vous dire qu'il y a des choses qui blessent et des fois on ne comprend pas la méchanceté gratuite des gens. Mais à l'inverse de ça, il y a quand même beaucoup de positifs. On découvre de plus en plus de personnes osent, ce qui n'est pas toujours aisé et ce que je trouve qui est juste génial. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de côtés positifs que négatifs. Ton avis en tant que booktubeuse et blogueuse littéraire du monde de l'édition, que ce soit les relations avec les maisons d'édition, l'évolution des livres et des pratiques de lecture dans la société. Est-ce que lire pour moi est mal ou bien vu dans la société? Donc je vais m'arrêter là, on va reprendre la suite après. Donc les relations avec les maisons d'édition. Alors dans la majeure partie, les maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé, il y a toujours eu un bon relationnel, de bons échanges, sympathiques, cordiaux, vraiment agréables et ça fait plaisir. Maintenant il y a aussi des maisons d'édition qui, sous prétexte que vous n'avez pas je ne sais pas combien de milliers d'abonnés, vous ne valez rien, que certaines maisons d'édition, comme pour les auteurs hein, dans tous les cas, et comme l'être humain en général, certaines personnes ne supportent pas la critique, ne supportent pas qu'on puisse ne pas avoir surkiffé notre lecture ou eu un coup de cœur. Et malheureusement, ça aussi, je l'ai vécu, heureusement à très faible pourcentage, hein, puisque de manière générale, j'ai toujours eu de bons rapports avec les maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé, pardon, que ce soit en partenariat permanent ou que ce soit en partenariat ponctuel. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un aspect où des fois on est considéré comme des merdes, faut être honnête. Je dis beaucoup voilà et faut être honnête dans cette vidéo. Je suis désolée. Et voilà, ou parce qu'on n'a pas tant et tant d'abonnés, on n'est pas considéré comme, on va dire, légitime. Et je trouve ça dommage, parce que pour parler passion, pour parler lecture, je vois pas ce que ça vient faire le nombre d'abonnés en fait. C'est ce que la personne en dit, en toute honnêteté, et la passion qu'elle arrive à communiquer. Pour moi, le nombre d'abonnés n'a pas spécialement foi au chapitre. Surtout que pour avoir travaillé surtout avec des petites maisons d'édition ou des moyennes, je peux vous dire que le nombre d'abonnés, ces gens-là vont plus facilement vous faire confiance, alors que vous n'ayez pas beaucoup plus d'abonnés que de grosses maisons d'édition. Alors que justement la petite maison d'édition qui va faire confiance à un blogueur qui n'a pas beaucoup d'abonnés va prendre beaucoup plus de risques, puisqu'à la base il faut qu'il se fasse connaître, il faut que ils n'ont pas les mêmes moyens marketing et de communication pour se mettre en avant, et pourtant ils font confiance aux petits ou aux nouveaux. Et c'est quelque chose que je trouve génial, mais là je pourrais comprendre qu'ils veulent des personnes avec beaucoup d'abonnés, puisque c'est quand même pour les mettre en avant quelque part. Et à l'inverse, vous avez des grosses maisons d'édition qui n'ont pas de problème de marketing, qui n'ont pas de problème de communication, qui ont déjà des blogueurs avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés ou de booktubeurs, et qui pour autant, si vous, vous êtes un peu en dessous, ils vous laisseront aucune chance. Malheureusement, c'est la loi, et enfin la loi dans la booktubosphère, la blogosphère, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Je veux dire, c'est pas spécialement ciblé par rapport au monde de l'édition, c'est comme ça dans tous les domaines de toute façon. Mais c'est toujours un peu dommage et désolant.
Voilà. Alors l'évolution du livre et les pratiques de notre lecture. Donc l'évolution du livre, je trouve qu'il y a quand même une bonne évolution du livre. Il y a quand même de plus en plus d'ouvrages qui sortent sur beaucoup de thématiques, notamment jeunesse, puisque c'est ce que je lis principalement. On a de plus en plus d'auteurs, de plus en plus d'histoires différentes, de plus en plus de thématiques importantes qui sont abordées pour la jeunesse, chose qui quand moi j'étais ado ou enfant n'existait pas en fait. Clairement c'était toujours des choses très en surface pour pas heurter la sensibilité. Aujourd'hui on a des vrais ouvrages qui nous font réfléchir, qui nous font appréhender les choses différemment, que ce soit des livres contemporains ou des livres imaginaires. Je trouve que ça, il y a une nette amélioration. Le visuel des livres est quand même 10 fois plus joli qu'à l'époque, donc ça encourage pour les lecteurs qui ont besoin d'avoir une belle couverture pour se tourner vers un livre. Je trouve que ça facilite les choses. Après, même en littérature adulte ou dans les genres, on a de plus en plus de genres, ça se diversifie de plus en plus, ce qui fait que chaque lecteur, selon ses intérêts, selon le type de plume qu'il cherche, il trouvera forcément un livre qui pourra lui convenir. Que ce soit des romans graphiques, des BD, des comics, des mangas, des albums jeunesse. Ben, moi je trouve qu'il n'y a pas à cataloguer un lecteur en fonction de ce qu'il lit. Chacun lit ce qu'il veut et à partir du moment où on lit, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne chose. Après, peu importe quel type de livre on lit. Un livre reste un livre, la lecture reste la lecture. Après c'est vrai qu'avec le fait de voir aussi les livres numériques, et là encore une fois, un grand bravo aux petites maisons d'édition, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez avoir des e-books entre, allez, en moyenne 4 à 8 € pour les petites maisons d'édition. Pour les grosses maisons d'édition c'est un peu plus compliqué puisque vous trouvez généralement les livres entre 10 et 14 € en numérique. Quand les livres papier coûtent 16 à 17 €, voire 18, ça fait mal aux fesses, faut être honnête. Donc moi je privilégie les petites maisons d'édition, parfois en e-book, parce que je commence à manquer de place dans les bibliothèques et parce que si je veux pouvoir découvrir un maximum d'histoires, je peux pas à chaque fois mettre 20 € dans un livre, c'est juste pas possible en fait, hein, financièrement. Je pense que personne ne pourrait vraiment se le permettre. Mais les grandes maisons d'édition, je les achète d'occasion, je les achète neufs, mais jamais en numérique, parce que pour 4 € d'écart, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, je trouve qu'il y a une belle progression sur le livre en lui-même. On a beaucoup de livres de poche, on a des livres en jeunesse qui sont des semi-poches, on va dire, qui coûtent entre 9 et 13 €, qui sont à des prix quand même largement convenables. Des livres qui permettent aux jeunes lecteurs de choisir un peu les univers dans lesquels ils veulent voyager. Et j'aime beaucoup l'évolution du livre. Je sais que quand le livre numérique est sorti, tout le monde a dit que ça tuerait le livre papier. Et aujourd'hui, quand on voit les étalages en librairie et les sorties, eh bien on voit bien que non, c'est clairement, ça ne tuera jamais le livre papier. Et que comme beaucoup de personnes, même si j'aime lire en numérique, rien ne remplacera le livre papier dans tous les cas. Et on est beaucoup à avoir cette optique-là. Après, certaines personnes, pour diverses raisons, préfèrent lire sur numérique. Et voilà, il en faut pour tous les goûts, il faut aussi avancer avec son temps. Mais je pense que le livre papier n'a pas dit son dernier mot, clairement. Est-ce que lire pour toi est mal vu ou bien vu dans notre société? Encore une fois, je pense que ça va dépendre des personnes qu'on a. Alors, je vois par rapport à mon expérience, à celle d'amis, qui soient connus sur la blogo, la booktubosphère, ou peu connus, ou des gens lecteurs lambda, ça peut être très bien vu dans le sens où, voilà, on aime lire, on aime se cultiver, on aime des livres qui font réfléchir, on aime des livres jeunesse, des BD, des comics, etc., etc. Et dans certains cas, ça peut être mal vu parce que les gens prennent ça comme un refus de vivre dans le monde actuel, un refus de se sociabiliser, un refus d'affronter la réalité des choses. Alors que non, pas du tout, c'est un moment d'évasion, un moment de... Enfin pour moi, hein, c'est un moment d'évasion, un moment de bien-être, quelque chose qui m'est utile dans ma vie de tous les jours, qui m'est nécessaire dans ma vie de tous les jours parce que voilà, la vie de tous les jours n'est pas forcément hyper simple et par moments on a besoin de s'évader, comme certains vont s'évader sur les jeux vidéo, chose que j'ai faite aussi. Ils vont s'évader en regardant un film, en regardant une série,
en sortant au cinéma, en sortant à l'opéra, au théâtre, voir des concerts, ce genre de choses. Chacun a sa façon de s'évader et à partir du moment où on lit, ça ne veut pas dire qu'on se coupe de toute sociabilité. Je veux dire, moi ça m'empêche pas de sortir voir ma famille, ça m'empêche pas d'aller voir des amis, d'inviter des amis à la maison, ça m'empêche pas d'aller passer une journée à l'extérieur de la maison, rien de tout ça. Ça m'empêche pas de partir chez mes beaux-parents en région parisienne, ou de partir à droite, de partir à gauche. Alors oui, j'ai toujours des livres avec moi, et c'est pas par peur de me faire chier, c'est parce que je sais qu'il y a des moments où je vais avoir besoin de me plonger, ne serait-ce que 10 minutes dans mon livre, ben voilà, pour respirer, pour m'aérer l'esprit, pour penser à autre chose, et c'est quelque chose qui pour moi est bénéfique et absolument pas qui permet de se couper de tout le monde et de s'enfermer dans un univers imaginaire au détriment de tout le reste. Donc ça dépend en fonction des gens avec qui on est, en fonction de la vie de la personne, comment elle a été éduquée des fois, parfois comment si elle a un bon rapport à la lecture ou pas, ça peut diverger les opinions et faire que soit c'est bien vu, soit c'est très mal vu. Ça encore une fois, l'être humain est complexe et il est aussi divers et varié que le sont les livres, donc les situations ne sont pas toujours les mêmes. La lecture, est-ce une passion dépassée ou au contraire? Non, je pense que c'est une passion qui n'est pas dépassée. Et d'ailleurs, on est de plus en plus nombreux à partager nos envies lecture. Donc je pense que quelque part, c'est justement absolument pas dépassé. C'est juste que certaines personnes ne le comprendront pas. Tout comme on peut ne pas comprendre une passion pour le tuning sur les voitures, une passion pour les habits et la mode, une passion pour les voyages toutes les 5 minutes. Chaque personne a son refuge, son moyen de se divertir, son moyen de s'évader. Et voilà, il n'y a pas à juger tout simplement. C'est chacun fait comme bon lui semble. Mais je ne pense absolument pas que la passion de la lecture est une passion démodée. Et je trouve qu'elle prend même de plus en plus d'ampleur, y compris chez les jeunes les jeunes lecteurs, pardon. Quoi qu'on en dise parfois dans les journaux ou à la télé en disant que les gens lisent de moins en moins. Je suis pas persuadée que ce soit vrai. Voilà. Le livre et lire est-il élitiste? Certaines personnes vous diront que oui, moi je suis assez partagée parce que je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas besoin d'être d'une catégorie sociale spécialement élevée pour pouvoir s'adonner à la lecture. Je veux dire, aujourd'hui vous avez des boîtes à livres dans beaucoup de villes, même des villes qui ne sont pas forcément très grandes, où vous avez la possibilité d'avoir des livres gratuits, vous avez la possibilité de vous abonner dans des médiathèques ou des bibliothèques. Alors oui, ce ne sera pas forcément les derniers livres parus, on est bien d'accord, mais il y a moyen de se procurer des livres à petit prix. Vous avez tout ce qui sont les marchés aux puces, les marchés, les brocantes, les vides-greniers qui vous permettent d'acquérir des livres à prix réduit. Vous avez beaucoup de sites internet maintenant, vous pouvez également trouver des livres d'occasion. Je pense notamment au marketplace de la Fnac, d'Amazon, même si certains ne seront pas d'accord. Vous avez Presse Ministère, vous avez Gilbert Joseph et Gilbert Jeune, et probablement d'autres que je ne connais pas. Vous avez Momox, vous avez quand même pas mal de sites où vous pouvez trouver des livres d'occasion à moindre coût. Vous avez Le Bon Coin aussi où les gens vendent leurs livres dessus, hein, il faut être honnête. Et voilà, je pense tout simplement que aujourd'hui on peut se faire plaisir avec la lecture à moindre coût. Après c'est sûr que si vous ne voulez lire que les dernières nouveautés, ça devient peut-être un peu plus compliqué de se les procurer. Mais je pense pas du tout que c'est élitiste, c'est pas réservé à une catégorie sociale ou à une catégorie d'âge ou de type de personnes. Je pense que tout le monde peut avoir accès à la lecture à partir du moment où c'est quelque chose qui nous plaît. Voilà. Que penses-tu de l'auto-édition? Je trouve que c'est courageux pour un auteur de s'auto-publier, puisque il n'a pas les mêmes les mêmes moyens de communication, les mêmes moyens de financement qu'une maison d'édition, qu'elle soit petite ou grosse. La communication, tout comme la publication et tout le reste, tout incombe à l'auteur. Moi je trouve qu'il n'y a pas de différence entre un livre auto-édité ou une édition dans une petite maison d'édition, une grosse maison d'édition. Si le livre me fait envie, que le résumé m'intrigue, peu importe d'où il vient, ça ne m'empêchera pas de le lire, clairement. Sur le blog, si vous regardez, ou dans les points lecture, vous pouvez voir qu'il y a des livres auto-édités. Alors certes, c'est pas forcément
ce qu'on voit le plus, puisque je ne connais pas tous les auteurs édités, que parfois il est compliqué de chercher les auteurs édités pour trouver des résumés. Mais si j'en vois un passer et qu'il m'intéresse, qu'il soit auto-édité ou sous un gros label, clairement je m'en cogne royalement, quoi. Ça m'empêchera pas de laisser sa chance à l'auteur. Beaucoup vous disent oui, mais dans l'auto-édité il y a beaucoup de fautes. Il y a aussi des grosses maisons d'édition où vos livres sont blindés de fautes et les bouquins coûtent 17 balles et pourtant c'est passé dans les mains des correcteurs professionnels, etc. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Soit vous pouvez avoir un livre qui est auto-édité, qui est bon, et un livre de maison d'édition bourré de fautes. Soit ça peut être l'inverse, soit ça peut être kiff-kiff. Je veux dire, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est pas ça qui va me freiner dans l'achat d'un livre. Et ce sera pas la première fois ni la dernière que j'achèterai un livre auto-édité. Clairement, parce que c'est... je trouve que ces auteurs-là ont du mérite parce qu'ils gèrent tout de A à Z. Ça doit pas être simple au quotidien. Surtout que les auteurs édités, souvent, ont un autre travail plus alimentaire, on va dire, derrière. Donc ils font ça en plus de leur temps d'écriture, de leur vie de famille, de leur travail alimentaire à côté. Donc je trouve qu'il faut avoir quand même des nerfs d'acier pour pouvoir s'auto-éditer. Et moi, franchement, je leur tire mon chapeau. Qu'est-ce que je pense du conflit libraire et Amazon? Pour être honnête, pas vraiment grand-chose. Aujourd'hui, dans tous les cas, il y a de moins en moins de librairies à proprement parler. Moi où j'habite et depuis que je suis petite, il n'y a jamais vraiment de librairie indépendante. Ça a toujours été des grosses chaînes. On avait Plein Ciel. Plein Ciel, je suis désolée, c'est pas une librairie indépendante, c'est une grosse librairie. On a France Loisirs, pareil, c'est pas une librairie indépendante. On a quoi? On a la Fnac, pas très loin. Pareil, pas une librairie indépendante. C'est-à-dire que moi, dans le coin où j'habite, et ce depuis que je suis gamine, on n'a jamais eu de vraie librairie indépendante à proprement parler. Donc, voilà. Après, je dis pas, quand j'ai été à Paris, quand justement, on revient sur la fois où j'ai été voir au Palais des Sports pour essayer de voir Damien Sargue, ensuite on s'est baladé dans Paris et j'ai été visiter des librairies indépendantes. S'il y en avait chez moi, je n'hésiterais pas un instant à y aller. Maintenant, aujourd'hui, ici, il n'y en a pas près de chez nous. Clairement, il n'y en a aucune. Ou en tout cas, que je ne connais pas. Mais je n'en ai vu aucune. Donc, pour moi, que j'aille dans une librairie type Plein Ciel, ou que j'aille à la Fnac ou Amazon, je vois pas vraiment ce que ça change. Le libraire indépendant, lui, n'aura pas cet argent de ma part, puisqu'il n'y en a pas ici. Ou que... non, il y en a une autre, c'est Isler. Je sais pas si c'est une librairie indépendante ou une chaîne. Je sais qu'il y en a plusieurs dans la région. Je suis pas certaine que ce soit vraiment une librairie indépendante au sens propre du terme. C'est très mal rangé. On n'arrive jamais à rien trouver. Dans les rayonnages, il faut toujours demander l'aide de quelqu'un. Ils n'ont jamais les livres qu'on souhaite. Je veux dire, même les livres qui sont hyper connus et hyper attendus, comme par exemple Gardien des cités perdues chez Lumen, vous venez, ils en ont pas. Ils les commandent même pas. On vous dit oui, faut que ça se vende pour qu'on en recommande. D'accord. Mais en fait, quand ils tournent l'écran vers vous pour que vous puissiez voir, vous pouvez voir qu'ils en ont commandé 0. Comment voulez-vous que ça tourne s'ils n'en commandent jamais? Donc après, je peux comprendre qu'on ne prenne pas tous les titres, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qu'on vienne pas me dire, oui, mais si on n'en vend pas, on n'en recommande pas. D'accord, mais pour ça, il aurait déjà fallu en commander une première fois pour voir si ça se vendait, quitte à en prendre que 1 ou 2. Mais quand vous savez que c'est des sagas comme ça qui sont adulés, plébiscités et que les gens vont se ruer en librairie, si vous ne les avez pas, quelque part, c'est dommage. Moi, j'y suis allée 7 ou 8 fois. Je ne suis jamais ressortie avec un livre de chez eux. Pourtant, j'y allais pas dans le but précis d'en acheter un en particulier, sauf une fois. Mais pour voir, et au final, il n'y avait rien de ce qui m'intéressait. Que quand vous demandez pour commander, on vous sort qu'il y a un délai de 3 semaines à 1 mois pour l'obtenir. Et là, je ne parle pas de petites maisons d'édition où il faut qu'ils commandent directement au petit éditeur. Parce que pour les petits éditeurs, en général, je commande directement sur le site de la maison d'édition. Mais quand vous voyez que vous en avez pour 3 semaines, 1 mois, que on vous dit si tout va bien, que c'est pour un anniversaire le mois d'après, et que vous n'êtes pas sûr de l'avoir à temps, moi, clairement, je passe mon tour. 3 semaines, 1 mois, c'est très très long. Je veux dire, voilà, c'est juste pas possible. Après, je suis pas dans l'optique où je veux le livre forcément là tout de suite maintenant.
Mais je pense que bah voilà, il y a des régions de France où vous avez des librairies indépendantes et je trouve ça bien de les soutenir et de les aider. Maintenant, dans les régions ou dans les villes aux alentours, moi quand j'habitais avant à Thionville, dans un rayon de 30 km, il n'y avait pas de librairie indépendante du tout. Vous aviez des Cultura, des Fnac, des Plein Ciel, qui aujourd'hui en plus ne sont plus là du tout, mais vous n'aviez aucune librairie indépendante. Comment voulez-vous que je soutienne une librairie indépendante s'il n'y en a pas? Donc forcément, je vais dans les grosses chaînes. Je sais que c'est quelque chose qui fait débat avec Amazon, avec ceci, avec cela. Je peux comprendre les gens. Maintenant, bah, il faut se mettre à la place de tout le monde et certaines personnes n'ont pas la possibilité de se rendre en librairie indépendante. Et dans ces cas-là, que voulez-vous faire? Bah, vous achetez en grande surface culturelle ou vous achetez sur Amazon ou sur la Fnac. Voilà, tout simplement. Parce que vous ne pouvez pas à chaque fois vous taper une heure et demie de route pour aller dans une librairie indépendante faire vos achats et vous retaper une heure et demie retour. Je veux dire que ce soit tout, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent parce que ben, les pleins d'essence, ils se remplissent pas comme ça et que si vous en avez pour une heure et demie de route aller, ben forcément votre plein va subir aussi. Il faut le temps de s'y rendre. Dans ce cas-là, il faut mettre du budget de côté pendant 1 an, 6 mois, et puis vous y allez une fois dans l'année quoi. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Donc après voilà, chacun a son avis sur la question, moi j'en pense pas grand chose.